Le nord-est du Brésil est une région en grande partie semi-aride. Une chaîne montagneuse se dresse au milieu des plaines. Elle a donné naissance à un écosystème unique et offert à la Terre une profusion de diamants. C'est la Chapada Diamantina, la montagne aux diamants. Le Brésil est le plus grand pays d'Amérique du Sud. Il est presque aussi grand que les États-Unis. Et l'État le plus vaste de la région du Nord-Est dépasse la Californie en superficie. Il y a plus de 300 ans, les propriétaires de plantations de canne à sucre ont fait venir ici des centaines de milliers d'esclaves. Les jungles côtières ont été déboisées afin qu'on puisse y cultiver la canne. Mais à l'intérieur des terres, les conditions climatiques se prêtaient mal aux cultures. En quittant la ville de Salvador en direction de l'ouest, il faut parcourir 400 km avant d'atteindre la Chapada Diamantina, littéralement le plateau de diamants. Dans l'état de Bahia, le climat à l'intérieur des terres est très sec. Parfois, il ne pleut pas pendant un an. La Chapada Diamantina qu'on aperçoit là-bas intercepte l'air humide venu de l'Atlantique. Cet air s'accumule, puis est libéré sous forme de précipitations dans la vallée qui se trouve à l'est. Sans ces montagnes, les terres situées à l'intérieur de l'état de Bahia seraient dépourvues de ressources en eau. La Chapada Diamantina, ce sont des montagnes, des chutes d'eau, des grottes, des lacs. Les paysages sont très variés. La Chapada Diamantina est un peu comme une oasis au milieu du désert, car elle se trouve dans le nord-est du Brésil, qui est une région semi-aride. C'est ce qu'on appelle une caatinga. Ce n'est pas un désert, mais c'est une zone très sèche et très plate. On voit bien la circulation de l'air humide au-dessus des montagnes de la Chapada. Elles retiennent les nuages qui viennent de la côte et engendrent des pluies qui transforment le paysage. La plupart du temps, la végétation est sèche. Et soudain, les plantes poussent. Tout devient vert avec l'arrivée de la pluie. Les ressources en eau de l'état de Bahia reposent essentiellement sur la Chapada Diamantina. Cet amas de roches agglomérées faisait autrefois partie du continent africain. Il y a plus de 100 millions d'années, l'Amérique du Sud s'est détachée de l'Afrique en emportant ces roches et avec elles, les diamants qu'elles contenaient. On a trouvé énormément de diamants ici. Très vite, le bureau qui avait été installé dans la ville de Santa Isabel a été transféré à Lençóis, car les pierres découvertes étaient très nombreuses. Et il fallait qu'il y ait un contrôle. C'est à cette époque que la ville a commencé à se développer. Pendant les 50 premières années, 30 000 personnes vivaient et travaillaient dans la région. Il y a eu un boom grâce aux diamants. Aujourd'hui, la ville compte 9 000 personnes. Notre économie a reposé sur les mines de diamants jusqu'en 1997, quand le gouvernement a fermé les exploitations. Depuis, notre activité principale est le tourisme. À l'époque, beaucoup de femmes gagnaient leur vie en faisant la lessive pour les familles installées à Lençóis. Et aujourd'hui, elles continuent à laver le linge dans la rivière. Comme on peut le voir ici, une zone est réservée à la baignade. Et l'autre partie de la rivière est toujours utilisée pour faire la lessive. Aujourd'hui encore, c'est un lieu d'échange et de rencontre.
Tout le monde se connaît. On vient se raconter les derniers commérages. On peut profiter du soleil et ça revient beaucoup moins cher que d'aller à la laverie ou d'acheter un lave-linge. La Chapada Diamantina est constituée d'un incroyable méli-mélo de roches et notamment d'énormes blocs de calcaire dans lesquels l'eau a creusé un impressionnant réseau de grottes en se frayant un chemin. Nous sommes dans la grotte de Lapadoce. Elle doit son nom à la source d'eau douce qui se trouve à l'entrée et qui fournit de l'eau potable aux gens du coin. Raimundo, mon guide, m'a dit qu'il était né ici et qu'il se sentait comme chez lui dans ces grottes. Petit, c'est là qu'il venait jouer, alors il connaît bien cet endroit. Cette grotte est ouverte au public depuis plus de 30 ans. Beaucoup de spéléologues sont aussi venus l'étudier. Il y a plus de 40 km de galeries, mais 900 mètres seulement sont accessibles aux visiteurs. Il ne pleut pas beaucoup car c'est une région semi-aride. Par conséquent, la formation des stalactites et des stalagmites progresse lentement. Raimundo dit que chaque centimètre supplémentaire met 30 à 40 ans pour se former. Celles-ci doivent avoir plusieurs centaines d'années. Ce silence est assourdissant. C'est vaste. C'est magique ce silence. Ces montagnes forment ce que les géologues appellent un relief karstique. 130 grottes y ont déjà été découvertes sur un total estimé à 250. Dans de nombreuses grottes, on a trouvé des peintures rupestres ainsi que des fossiles d'animaux qui vivaient dans la région il y a 10 à 15 000 ans. Nous approchons d'une autre concrétion dont la couleur presque rouge est due à des infiltrations de fer dans le calcaire. Mais dans le noir, on ne distingue pas beaucoup les couleurs. On voit bien d'où vient le fer. Il suit un filet d'eau qui n'atteint pas la partie droite de la stalactite. Et voici une crèche, la Sainte Famille dans une formation de calcaire. La plupart de ces grottes sont des grottes sèches. À l'origine, elles étaient humides car elles ont été creusées par des rivières souterraines. Mais on estime qu'elles sont sèches depuis 20 000 ans. Cette grotte est gigantesque. La lumière du jour que j'aperçois derrière moi doit être à environ 400 mètres. Heureusement pour nous, cette rivière, très ancienne, a contribué à creuser la roche. C'est ce qui nous permet d'avancer facilement. On aperçoit ici une formation calcaire que Raimundo appelle formation en rideau. L'eau s'écoule comme un voile. C'est assez rare. Ceci est ce qu'on appelle un château. Quand on voit les sortes de petites tourelles au sommet, on se dit que ça porte bien son nom. La grotte de Lapadoce est intéressante à visiter car elle est calme et vaste. Elle abrite diverses formations calcaires. On y trouve des bassins à débordement en travertin blanc, des formations en rideau dont la couleur rougeâtre est due à la présence de fer, et de nombreuses colonnes, telles que celle-ci, en forme de lustre. Dans une grotte adjacente où l'eau est plus abondante qu'ici, des chercheurs ont découvert un poisson aveugle et dépourvu de pigments. Évidemment, pas besoin de voir ni d'être vu quand on vit dans l'obscurité totale. Selon Raimundo, environ 15 000 visiteurs viennent ici chaque année. Pour une économie qui a dû abandonner l'exploitation minière, c'est une bonne nouvelle. Je crois que j'aperçois de la lumière au bout du tunnel. Je suis un peu déçu que ça se termine. On peut sortir par ici uniquement parce que le plafond de la grotte s'est effondré. Si on pouvait creuser, on verrait que la rivière continue. Ce serait chouette de pouvoir la suivre et voir jusqu'où elle va. Je parie qu'elle court sur des kilomètres. Pour le savoir, il faudra retrouver sa trace dans une autre grotte.
surface, la Chapada prend un petit air tropical grâce à un déploiement inattendu de fleurs très colorées. La Chapada Diamantina n'a rien d'une jungle. Le climat y est plutôt sec. Il est donc étonnant de découvrir qu'elle abrite plus de 200 espèces d'orchidées. Des gens d'ici les ont rassemblées dans un seul et même endroit. C'est le paradis des orchidées. Regardez ça. Ce sont des particuliers qui se sont lancés là-dedans pour gagner leur vie. On peut dire que c'est une réussite. Chaque orchidée a sa personnalité. Certaines sont sexy, d'autres sont graphiques, d'autres encore sont étrangement humaines. Celle-ci a l'air tout droit sortie d'un conte pour enfants. On dirait qu'elle nous sourit. Ça, c'est une espèce hybride qu'ils ont créée. Mais celle-ci est une espèce sauvage et endémique. Le mélange est réussi. Cette petite merveille n'est pas une orchidée. On la surnomme Herbara et elle est toxique. Apparemment, les mineurs le savaient et ils se frottaient les doigts avec cette plante avant de confectionner des petites boulettes de graisse animale qu'ils mettaient ensuite autour de leur tente. Les rats et les souris les mangeaient et mouraient. Pour les mineurs, c'était un moyen de tenir les rongeurs à l'écart de leurs provisions. Ici, on voit bien les bulbes de l'orchidée. En réalité, ce sont des réserves dans lesquelles la plante puise de quoi se nourrir en période de floraison. Ne laisse personne te dire qu'une fleur verte ne peut pas être jolie. Ce bourdon noir a l'air d'apprécier lui aussi. Il est inoffensif. On pense souvent que les orchidées ne poussent que dans des endroits chauds et humides. Curieusement, il y en a aussi dans le désert. On en trouve dans des tas d'endroits, mais les plus belles poussent sous les tropiques. Les orchidées sont très minoritaires parmi les fleurs qu'on trouve ici. Elles ont beau être exubérantes, elles ont besoin d'être protégées. C'est donc bien de savoir que le gouvernement brésilien veille sur ce lieu avec beaucoup d'attention. Cet endroit qui abrite les fleurs les plus éclatantes a également engendré la plus précieuse des pierres, celle-là même qui a donné son nom à ces montagnes. Normalement, on trouve les diamants mélangés à des cailloux comme ceux-ci dans le lit des rivières. Le processus est illustré ici. C'est comme pour l'or? Oui. On secoue pour séparer les diamants du reste. Les diamants sont plus lourds, ils restent au fond. Comme l'or. Oui, comme l'or. C'est une vieille photo de la ville de Lençóis. Comment faisait-il pour supporter un costume? Voilà les vrais travailleurs des mines. Mon Dieu. Qu'avons-nous ici? On dirait un œuf fossilisé. Pourquoi est-ce aussi rond? Ces pierres sont restées coincées dans ce qu'on appelle un puits et l'eau les a fait tourner sur elles-mêmes. Et ça a fait comme une polisseuse. C'est la même chose pour les diamants? Oui. On dit que les plus beaux diamants ont été trouvés au fond de ces puits. La particularité de leur forme était due à ce mouvement rotatif. C'était un polissage naturel. Il devait valoir cher. Absolument. D'habitude, l'eau de cette rivière a la couleur du Coca-Cola. Ce n'est pas dû à de la boue, mais à l'humus provenant du sol en amont et à la décomposition des feuilles. Ce n'est pas de la pollution, c'est l'eau de la rivière qui est comme ça. Après une bonne averse au-dessus de Lençóis, cette paisible cascade peut soudain se transformer en un torrent furieux qui va alors déferler sur la vallée et qui finira absorbé par les marécages. À 25 km de là et 600 mètres plus bas, la rivière serpente au milieu de forêts et de marais qui constituent un refuge pour les animaux, mais aussi pour les hommes.
Cette route mène à un petit village baptisé Remanso. C'est un ancien quilombo, un village créé par des esclaves en fuite. Ils s'enfuyaient des exploitations et ils créaient de petits villages dans des coins perdus, à l'écart de la population. C'était des endroits qui étaient difficiles à trouver. Ils se rassemblaient là et ils vivaient en communauté. Ça veut dire que quand le village de Remanso a été créé, il n'y avait aucune route qui y menait afin que les propriétaires ne puissent pas retrouver les esclaves. Exactement. On est dans quel type de forêt? La végétation est basse, il y a beaucoup d'espèces d'arbres. Comment on appelle ça? C'est une forêt secondaire. Ce n'est pas la forêt originelle. Tout ce qui poussait ici a été utilisé pour la construction. La montagne sur laquelle nous sommes est bordée par une rivière. Comment était la forêt originelle? C'était une forêt vierge? Comme celle-ci, mais avec des arbres plus grands. Plus grands. Oui. Les gens qui avaient fui la mine ne voulaient pas travailler dans des fermes. Alors ils ont coupé et vendu le bois. C'est ça. C'était juste pour vendre le bois ou c'était aussi pour cultiver la terre? C'était aussi pour cultiver. Ça fait donc 30 ou 40 ans que la forêt repousse. Peut-être que dans 100 ans, il y aura à nouveau de grands arbres. Sûrement. Et tu auras quel âge? Dans 100 ans. Si tout va bien, 128 ans. Ici, on est dans le Marimbus. Nous ne sommes pas sur une rivière, mais dans un marécage. L'une des principales attractions touristiques du Brésil est le Pantanal. À 1500 km d'ici? Oui, au moins. Le Pantanal est une région du Brésil qui abrite la faune aquatique la plus riche au monde. C'est un système complexe dans lequel poussent toutes sortes de plantes dont les racines immergées permettent à de petits organismes de se cacher. La chaîne alimentaire y est donc très développée. Cette zone est plus petite que le Pantanal, mais grâce à des conditions écologiques identiques, on peut y observer une flore et une faune très variées. Ce qui fait la particularité de cet endroit, c'est sa diversité. On a vu des montagnes, des chutes d'eau, des grottes. Il y a la possibilité de se promener en barque, comme ici. C'est très différent de tout ce qu'on peut voir ailleurs dans la Chapada. On ne sait pas si ce sont les nuages ou leurs reflets. La lumière est parfaite. C'est fantastique. C'est un habitat idéal pour tout un tas d'organismes. Les petits poissons peuvent se cacher entre les racines. Les nuages commencent à arriver. La pluie ne va pas tarder. On reste sur le même canal, mais il y en a beaucoup d'autres. Oui, beaucoup. On peut se perdre ici. Oui, facilement. Les esclaves en fuite qui sont venus ici pour créer ces quilombos ont choisi un très bon endroit, car non seulement la faune terrestre était abondante, mais il y avait aussi un milieu aquatique incroyablement riche en nourriture. On y trouve une grande variété de poissons, beaucoup de grenouilles, tant d'autres choses à attraper. Ils ont choisi l'endroit idéal pour établir un village et se mettre à l'abri des gens qui les traquaient. Tu n'es jamais tombé à l'eau? Non. Pas encore. Descendre de cette embarcation sans la faire chavirer, c'est un défi en soi. Voyons si ça mord. Aux États-Unis, les esclaves qui s'enfuyaient avaient du mal à trouver un endroit où se cacher. Au Brésil, ce n'était pas un problème. Les vastes terres intérieures de l'État de Bahia leur offraient toutes les ressources nécessaires à leur survie. Remanso leur a probablement servi de refuge pendant plus d'un siècle. Cet homme est un fils du pays. Il est né ici. Tout a commencé à l'époque où il y avait des esclaves de l'autre côté de la rivière. Mon père et son frère se sont enfuis. Et ils ont installé un campement dans un endroit où il y avait des terres cultivables.
Ils ont planté du maïs, du manioc, des haricots, tout ce dont ils avaient besoin. Et ils pêchaient aussi. Ils allaient vendre leurs poissons sur le marché de Lençóis. J'ai 73 ans. Et votre père? Mon père est mort jeune. Il avait 74 ans. Ma mère est morte à l'âge de 93 ans. Le village de Remanso est situé près d'une rivière qui doit son existence à ces montagnes, les seules présentes dans l'état de Bahia. 1200 mètres d'altitude, ça semble peu. Mais quand l'ascension commence au niveau de la mer, ça change tout. Les gens du coin disent que pour avoir une vue d'ensemble de la Chapada Diamantina, il faut grimper au sommet d'une montagne appelée Pai Ignacio, ou Père Ignacio. C'est donc ce que je fais. Je monte tout en haut. Les derniers mètres sont durs, mais d'ici on peut voir l'orage approcher. On est saisi par le vent. La promenade est très belle. Il va bientôt pleuvoir, mais pour l'instant, la vue est magnifique. J'approche du sommet. Il est à 1200 mètres d'altitude. Regardez, un cactus céréus. Je ne pensais pas en trouver ici. Regardez toutes ces plantes tropicales. On se croirait sur un tepuy au sud du Venezuela ou sur un plateau près du cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud. C'est vraiment incroyable. On dirait une région tropicale. Toute cette végétation broussailleuse au sommet d'une vieille montagne sédimentaire. Ça fait bizarre de penser que je marche sur une roche qui a probablement plus d'1 milliard d'années. Elle est née sur le continent africain, qui se trouve à plusieurs milliers de kilomètres d'ici. Et elle était déjà vieille lorsque l'Amérique du Sud s'est détachée de l'Afrique il y a environ 100 millions d'années. On peut donc dire qu'on est sur un petit bout d'Afrique. Ton père a construit sa maison ici. Comment est-ce possible? Avant que le tourisme se développe, il récoltait de l'ail. De l'ail dans la vallée? Oui, et il élevait des moutons. Et il a vécu grâce à ça. Pendant une courte période. C'est mieux de vivre à Lençóis que de récolter de l'ail et d'élever des moutons ici. Surtout depuis qu'on a le tourisme. Et comment? Tout ceci se trouvait au fond de l'océan. C'est de la roche sédimentaire. On voit bien les strates. Oui, très bien. Les sédiments ont été apportés au fond de l'océan par les fleuves. Ensuite, l'activité tectonique a poussé ce plateau vers le haut. Elle l'a soulevé. On appelle ça la surréaction. Et l'érosion a fait le reste. À l'origine, tout ceci était donc un plateau qui a subi l'érosion pendant 800 millions d'années. J'ai l'impression d'être revenu à l'ère du Paléozoïque, tellement cette formation rocheuse est ancienne. Même sous la pluie, c'est super. C'est vraiment chouette. Là, on est tout en haut. Oui, c'est le point le plus élevé. D'ici, on se rend compte que cette vallée est comme une énorme faille qui s'est érodée au fil du temps. À l'origine, ça n'était qu'un immense plateau. Sur ces sommets plats, on ne peut pas s'abriter de la foudre. Quand on a commencé à grimper, le temps ne semblait pas très menaçant. Maintenant, le ciel s'assombrit de tous les côtés. Il y a une grande flaque ici. Il doit y avoir beaucoup de précipitations. Oui. 1000 mm par an, c'est ça? Au moins. Pourtant, tout a l'air si sec. La preuve que non. Il y a des pluies torrentielles en été. Et là, c'est la saison des pluies. C'est le début de l'été. J'entends le tonnerre. Il faudrait peut-être redescendre. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais on dirait un avertissement. L'eau qui descend en cascade de la Chapada Diamantina est aujourd'hui considérée comme une ressource précieuse pour la vallée. Et la chaîne de montagnes elle-même est mondialement reconnue pour sa biodiversité.
Les amateurs d'orchidées sont des passionnés. Ces plantes poussent très lentement et elles nécessitent qu'on leur consacre beaucoup de temps. Alors quand les fleurs finissent enfin par éclore, on ressent une grande fierté. On a envie de les montrer à tout le monde.